Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée à Dimanche Politique. Vous le savez, depuis le 14 octobre 2015, le Bénin est éploré, la nation béninoise est éplorée et pleure donc la disparition de son ancien président, le général Mathieu Kérékou. 7 jours de deuil décrétés par le président de la République pour rendre les premiers hommages de la République à l'illustre disparu. Toute l'équipe de Dimanche Politique présente à la famille éplorée ses sincères condoléances. Et notre invité, la personnalité politique que nous recevons aujourd'hui, a bien connu le général Mathieu Kérékou. Il nous dira dans cette émission le symbole qu'il incarnait, son actualité qui est dominée par son positionnement pour les prochaines élections présidentielles. On va lui poser la question, savoir les raisons qui ont motivé la manifestation de son intention de candidature pour le compte des élections présidentielles de 2016, les différentes réformes qu'il entend entreprendre une fois arrivé au perchoir. Il se fait également que notre personnalité, celle-là que nous recevons aujourd'hui, a marqué l'histoire du Bénin ces trois dernières années, notamment dans certains dossiers d'État, ce qui l'a poussé à passer plusieurs mois dans l'univers carcéral. On reviendra sur ce qui s'est réellement passé. Il est connu également comme un artisan féru de la lutte contre l'essence frelatée. On lui demandera également pourquoi ça n'a pas marché depuis plusieurs années. On n'a pas réussi à éradiquer l'essence frelatée. Voilà, entre autres, les grands sujets que nous allons aborder avec lui, sans oublier l'actualité du moment qui est dominée par la contestation des différents concours organisés, les résultats notamment des différents concours organisés au profit des régies financières de notre pays. Pour ce numéro, toujours avec James William Bagidi qui va dans un premier temps lever un coin de voile sur le profil de celle-là, de cette personnalité que nous recevons dans Dimanche Politique. James, bonjour. Bonjour, tranquille Akad Benotin. Bonjour aux amis auditeurs de Diaspora FM, la 102.3 et aux téléspectateurs de Eden Télévision, bien entendu. La personnalité que nous recevons aujourd'hui est née le 28 mars 1959 et puis il est marié et père de 3 enfants, titulaire d'un baccalauréat de série C, d'un diplôme d'administrateur en gestion commerciale, d'une maîtrise en sciences de gestion et d'un master en sciences de gestion également. Il est reconnu comme un technocrate féru. Il a été collaborateur du président Nicéphore Dieudonné Soglo en tant que directeur du commerce intérieur, également collaborateur du président Mathieu Tchabichat Kérékou, feu Mathieu Tchabichat Kérékou, que nous pleurons aujourd'hui, Tranquillin l'a dit, en tant que directeur du commerce intérieur et directeur de la concurrence et des prix. Il a également travaillé avec le président Thomas Boniaï en tant que ministre de l'Industrie et du Commerce, et puis en tant que conseiller spécial. Cette personnalité ainsi décrite, vous l'avez certainement deviné, qu'il s'agit de Soumanou Issoufou Moudjaïdou, Sim, comme l'aiment à appeler certains de ses partisans, et qui disent même que c'est cette 4 Sim dont le Bénin aurait besoin pour retrouver le réseau perdu depuis plusieurs années. C'est une allégorie, une caricature. Bien sûr, nous allons demander à Soumanou Issoufou Moudjaïdou ce qu'il en pense, s'il en est capable réellement de toute façon. Il est déjà dans le studio. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, chers amis journalistes. Bonjour à vous. Merci de me recevoir dans votre studio. Et félicitations pour les promoteurs et également pour vous, les animateurs. Pour ce premier, bien entendu, passage sur les ondes de Diaspora FM et de Eden Télévision, vous avez certainement, bien entendu, déjà commencé à le dire, mais un mot pour cette chaîne que vous découvrez sans doute. Je l'ai dit tantôt, j'ai vu vraiment des équipements superbes et un bon décor au niveau de votre studio. Le cadre est également parfait et je salue sincèrement les promoteurs de cette télévision. Et je pense que ça va pouvoir permettre, disons, un live débat démocratique par rapport à tous les thèmes d'actualité, par rapport également à tous ceux-là qui souhaiteraient quand même exprimer autrement leur point de vue. Et je souhaiterais que vous puissiez donc offrir les antennes à tout le monde et que ce soit la presse béninoise qui en sorte grandie.
Merci, monsieur le ministre. Merci également d'avoir accepté de participer à ce numéro de Dimanche Politique. Vous êtes la première personnalité que nous recevons dans Dimanche Politique après l'événement du 14 octobre dernier. Bien entendu, le décès du général Mathieu Kérékou, vous l'avez connu. Que direz-vous de cet homme qui vient de nous quitter? Merci bien. Je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances à toute la nation béninoise, à la famille de l'illustre disparu, son épouse, ses enfants, et également à ses plus proches collaborateurs depuis la Révolution jusqu'à la période de démocratie. Et je voudrais saluer un grand homme qui a le sens de l'humilité et qui a le sens du devoir patriotique, qui a également le sens d'un travail bien fait. Il a l'amour du travail bien fait, il a le sens de l'écoute. C'est un homme exceptionnel. Il ne prend pas de décisions à la volée. Il vous écoute sérieusement, il place très peu de mots, mais il est efficace dans ses décisions. Je voudrais lui rendre hommage par rapport à deux actions qu'il a menées et qui ont marqué ma vie. Premièrement, en 1996, la campagne électorale a été focalisée sur le prix du coton. En ce moment, j'étais directeur de commerce intérieur en tant que technocrate. Je montais souvent au créneau et j'écrivais des articles lorsque, politiquement, ce qu'on disait n'était pas conforme à la réalité. Il faut noter que c'était les partisans généraux qui avançaient des chiffres qui n'étaient pas réalistes. Et même je montais au créneau. Et lorsque le général est arrivé au pouvoir, le ministre de l'Agriculture d'alors a fait pression sur mon ministre pour qu'on me relève de mes fonctions parce que je serais opposant. Mon ministre n'était pas d'accord. En conseil des ministres, Jean-Mathieu Kérékou a pris fait cause pour moi, a refusé, et finalement, on m'a changé de poste. J'ai quitté le commerce intérieur pour aller à la concurrence et pris. En d'autres circonstances, et par rapport à d'autres personnes, ce serait automatique, sans tenir compte de ce que le cadre pourrait apporter à la nation. Deuxième élément qui m'a marqué également, tout à l'heure en parlant, vous avez parlé, donc vous avez fait état de mon passage en prison. Si le général Kérékou n'était pas un homme d'État qui se met au-dessus de la mêlée, j'aurais connu la prison avant l'avènement du président Boni Yahi, puisque en tant que directeur de commerce intérieur, j'avais à charge la réglementation d'un certain nombre d'activités sur la base des textes républicains. Et il y avait un grand désordre dans la filière coton. J'ai pris mes responsabilités. Il s'est fait que certains cadres, avec certains ministres, sont allés, excusez-moi le terme, chambrer le chef de l'État, Jean-Mathieu Kérékou, et demander à ce qu'on mette en prison. Il a refusé. Il y a seulement quelques années, l'un de ces cadres, c'est lui qui m'a informé pour dire « Toi, on t'aurait envoyé en prison, mais c'est le président qui a dit non. » Bref, voilà l'homme. Je lui rends grand hommage. Est-ce que vous pensez que la mort de Mathieu Kérékou à quelques mois de la prochaine présidentielle pourrait avoir un quelconque effet sur le climat sociopolitique du pays qu'il a dirigé pendant pratiquement 29 ans? Sincèrement, je regrette la mort du chef de l'État, le président Mathieu Kérékou, en ces circonstances-là, en ce moment-ci. Parce que, qu'on le veuille ou non, il a son mot à dire par rapport à la situation actuelle et de l'avenir politique de notre pays. Il avait son mot à dire. S'il était là, je pense que sa présence aurait amélioré un peu le climat politique. Qu'on le veuille ou non, il faut noter qu'il y a quand même des gens qui le respectent dans le pays et qui ont également peur de ses réactions. De ce fait, il y avait des comportements qui étaient évités. Mais avec sa disparition, il y a le risque qu'on se dise, bon, celui-là qui peut nous empêcher de faire ci, de faire cela, il n'est plus là, on peut se donner des airs. Je crains ça. Mais on va prier, Dieu sera avec nous pour qu'on en arrive à cette situation-là.
Monsieur le ministre, c'est la première fois que vous intervenez sur les antennes d'NTV et de Diaspora FM après les événements qui vous ont conduit dans un centre pénitentiaire de la place. Vous avez passé environ 20 mois derrière les barreaux, 20 mois loin de vos amis, 20 mois loin de vos enfants, de votre épouse et de votre partisan. Et c'est le moment de vous poser des questions qui fâchent. Aviez-vous, monsieur le ministre, avez-vous été commis, oui ou non, pour assassiner le président Boni Yayi? D'où provenaient les produits que la police disait avoir saisis chez vous? Non, je pense que la police n'a pas dit qu'elle a saisi des produits chez moi. Et je pense qu'on peut se poser un certain nombre de questions. Si un médecin veut tuer son malade, est-ce qu'il a besoin que quelqu'un lui amène des médicaments d'ailleurs? Et supposons qu'on ait amené ces médicaments au médecin, est-ce qu'il a besoin de passer par ceux qui donnent à manger à ce malade avant de l'empoisonner? L'autre question, on m'a dit que moi, j'ai pris des produits radioactifs. J'ai pris le vol Air France avec et j'ai fait 6 heures de vol de Paris à Cotonou. Et je suis resté non irradié, je suis en forme devant vous. L'avion n'a pas explosé, personne n'a été irradié dans l'avion. Je pense que c'est autant de questions qu'on est en droit de se poser par rapport à ce sujet-là. Bref, comme je le dis très souvent, je ne suis que l'une des victimes collatérales de ce dossier. Les principaux auteurs, vous les connaissez, c'est le chef de l'État et c'est M. Patrice Talon. Ils ont des problèmes entre eux, dont j'ignore la teneur et la nature, mais nous avons été victimes. C'est notre destin et on assume. Monsieur le ministre, pouvez-vous au moins nous parler un peu de votre séjour carcéral durant lequel vous avez été éloigné de votre famille? Quel était le sentiment que vous aviez? Était-ce un sentiment d'injustice dans ces circonstances-là? D'abord, lorsque ce dossier a commencé, ça m'a paru un amusement. Et c'est ce soir, ce lundi 21 octobre 2012, aux environs de 17h30, 18h, lorsque l'un de mes avocats, le maître Diabouenou, actuellement député, que je salue très bien avec ses collègues qui nous ont aidés dans ce dossier, Maître Kenome et autres, Maître Djikoui, tout ça. Il s'est approché de moi, il dit, monsieur le ministre, on va vous déposer. Soyez courageux, mais faites attention. Vous êtes en deux intérêts colossaux. Si vous ne faites pas attention, c'est votre cadavre qui va sortir de la prison. Ils n'auront pas intérêt à ce que vous sortiez vivant de la prison. Alors, ne prenez rien qui nous provient de votre épouse directement, même pas du cuillère d'eau. Et je le remercie, je rends grâce à Dieu. Sans quoi, peut-être que je ne serais pas ici aujourd'hui. Parce que ce n'est pas les actions, les actes pour m'empêcher de sortir vivant qui ont manqué. Pourquoi aurait-on essayé de vous éliminer? Comment puis-je savoir? J'ai dit tout à l'heure que c'est mon avocat qui m'a mis la puce à l'oreille pour dire de faire attention. Comment puis-je savoir? On a passé 3 jours, 3 nuits à la prison civile de Cotonou. Après ça, on nous a transférés dans des conditions inhumaines à la prison civile de Mircete. On est venu chercher autour de 21h, 21h30, sans nous dire où est-ce qu'on allait. C'était dans quelles conditions on nous a menottés, le docteur Tissé et moi, on nous a menottés les mains au dos. Nous sommes restés pendant près d'1 heure dans l'enceinte de la prison civile de Cotonou avant de nous embarquer dans un camion, pratiquement camion bâché, mal fichu. Et nous sommes arrivés à Mircete. C'est arrivé là-bas qu'on a su que c'est là qu'on nous amenait. Et de façon particulière, en ce qui me concerne, on m'avait donné une cellule. Je ne sais pas si c'est fait à dessein, si ce n'était pas approprié pour un être humain. On a déféqué partout. Le matelas, c'est un peu les anciens matelas des hôpitaux avec... des ressorts je parle même de matelas.
avec des plastiques comme couverture, plastique vraiment très épais, fendillé partout, on ne peut pas se coucher là-dessus. J'ai fait près de 2 mois de diarrhée. Je ne savais pas que c'était l'environnement. Il a fallu que mon épouse amène des produits après le traitement avant que je ne puisse pas le retrouver. Et là où j'ai senti la pertinence du conseil que M. Diogouin m'a donné, les 4 premiers jours et 4 premières nuits ont été très durs pour moi. Parce que mon épouse m'amenait à manger tous les jours, mais celui qui faisait office de régisseur intérimaire ou de gardien chef, je ne sais plus, il refusait qu'on me donne à manger. Il dit que je dois manger forcément les repas. Il a tout fait, j'ai refusé. Heureusement, lorsqu'on est venu m'enlever chez moi ce 19 octobre, non, en tout cas ce dimanche, mon épouse, lorsqu'elle a su où j'étais, elle m'a amené un sac contenant outre mes équipements de prière, pack FIFA de 1000 litres là. Il a fait 8 dedans, plus une galette de biscuits. Et c'est ça que j'ai mangé pendant 4 jours. Je prenais une galette le matin avec une plastique d'eau et 2 galettes le soir avec une plastique d'eau, soit l'inverse. Pendant 4 jours. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. C'est le lundi que mon épouse allait voir le maître Diogouin pour dire voilà le soir qu'on réserve à mon mari. Et il s'est déplacé avec mon épouse. Et il a rencontré le régisseur pour lui dire voilà les droits de mon client avant qu'on ne commence par permettre à mon épouse de lui donner à manger. Quand on nous a amené également à Ouidah, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées. Je ne vais pas aller dans le détail, mais je rends grâce, je suis sorti vivant. Je pense que c'est bon quand même d'avoir vécu ça, parce que ça m'a permis de connaître réellement les problèmes au niveau de nos prisons et également de connaître les problèmes au niveau de notre justice. À partir des OPJ jusqu'au niveau donc de la justice, au niveau donc de l'instruction, au niveau également du parquet, tout ça, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses par rapport également au comportement des acteurs de cette structure-là. Et que doit-on savoir de ces choses-là que vous avez retenues de la justice de façon globale, de l'univers carcéral? Il faut noter que, sans exagérer, à peu près le tiers des prisonniers sont des innocents. À peu près, c'est des innocents. Comment pouvez-vous en être sûr? J'ai dit que j'ai vécu pendant plus de 20 mois. 20 mois. Il y a peu de prisonniers qui reconnaissent leur culpabilité. Mais écoutez, il y a des cas qui sont flagrants. Je vais citer un cas. Il y a un monsieur qui voulait faire cérémonie. Il a pris 2 enfants et un neveu, ils étaient 3, plus il a fait 4. Ils sont allés acheter des poulets dans un poulailler. Quelque temps après, la police débarque. Police de gendarmerie. On les prend, on dit ah non, les poulets que vous avez achetés là, c'est du Bruxelles. Ils ont dit non, on a pris dans un poulailler. Ils ont conduit donc les agents de force de sécurité au poulailler. On a dit ah non, celui qui a le poulailler, il n'est pas éleveur. Il va voler le poulet ailleurs pour venir alimenter son poulailler. Il y avait près de 200. On les a arrêtés, on a brutalisé, pas mieux. On les a déposés à la prison civile de Ouidah. La nuit, l'un d'eux ne pouvait pas dormir, l'un des enfants. On a appelé les sapeurs-pompiers de Ouidah, ils sont venus le chercher. On a amené à l'hôpital de zone de Ouidah, qui s'est déclaré incompétent pour le soigner. On l'a amené ensuite à l'hôpital Hubert Maga. Il en est mort. Donc, j'ai connu plein de cas comme ça. Permettez-moi de me parler dans les détails. Vous l'avez indiqué, vous avez par la suite recouvré la liberté. Est-ce bien suite au non-lieu prononcé par le juge Angelo Oussou et confirmé en appel ou par le fameux pardon présidentiel? Vous savez très bien qu'en matière judiciaire, il n'y a pas de pardon. En matière judiciaire, ce que moi, on m'a appris, même si je ne suis pas juriste, c'est la grâce présidentielle. Mais il peut y avoir retrait de plainte. Ici, il n'y a pas eu de retrait. Puisqu'on a passé toutes les étapes.
Écoutez, le juge qui a travaillé sur le dossier, qui a tous les éléments pour travailler sur le dossier, il a dit qu'il y a des non-lieux. Alors, si on est allé en appel, qui a été l'auteur de l'appel? Ensuite, on va en appel, on confirme le non-lieu, on va à la cassation. Qui a été l'auteur de la cassation? On peut tirer les conclusions. La Cour suprême ne s'était pas encore prononcée avant que la libération ne écoutez, on a trouvé une porte de sortie honorable. Sinon, ce dossier est clair. On a voulu trouver une porte de sortie honorable parce que ceux-là qui ont initié ce dossier, ils ont compté par leur échapper complètement. Et d'ailleurs, excusez-moi, je profite de l'occasion pour le dire, l'un des cerveaux de ce montage-là, je vais nommer le président Bernard Métor. Il en a pris pour son compte. Il dit que c'est dommage. On l'a radié. Pourquoi, en réalité? J'ai écouté ses collègues, j'ai écouté les acteurs du système judiciaire. Parce qu'il a échoué à sa mission, qui devait consister à nous amener à la condamnation. On l'a radié. Mais je pense que, par la grâce de Dieu, si le cas se présente, nous allons travailler pour qu'il soit réhabilité. Parce qu'on l'a radié à tort. De toute façon, ce dossier est clos. Et aujourd'hui, vous êtes, depuis quelques semaines, officiellement engagé dans la course à la présidentielle de 2016. D'où vous est venue cette ambition que l'on peut dire, que certains disent subite? Est-ce qu'il suffit d'avoir été prisonnier politique, entre guillemets, pour se juger capable de diriger l'État? Je vous remercie. C'est une longue histoire, mais je vais quand même la raccourcir. En 2004-2005, lorsque le président Mathieu Kérékou était à la fin de son deuxième et dernier quinquennat, nous étions un certain nombre de compatriotes, et même patriotes, à rechercher qui prendrait la relève avec une bonne ambition de développement pour le pays. J'avais deux groupes de réflexion. Dans l'un, il y avait mon frère ami Toundé Motos, et de l'autre avec M. Patrice Talon, qui était effectivement très préoccupé par le devenir de notre pays. C'est dans cette dynamique que nous étions quand Toundé est venu me voir à l'époque dans mon bureau au ministère du Commerce, à la direction du commerce intérieur, pour me dire qu'il a trouvé le lado rare. Je dis c'est qui m'a dit que c'est le président Yaïboni. Bref, sans aller dans le détail, voilà comment il m'a convaincu. J'en ai parlé à M. Talon. Voilà comment nous avons travaillé à l'événement de Yaïboni. On cherchait un développeur pour le pays. Comme on le dit, l'homme n'est pas la cola qu'on fait pour voir son intérieur avant de choisir. Nous avons travaillé, le président Yaïboni est arrivé au pouvoir. Il faut être honnête. Les 15 ou 18 premiers mois ont été vraiment des mois de succès. Et tout le monde était engagé et on sentait que vraiment pour une fois, nous avons eu un bon président. J'ai rencontré au cours d'une manifestation un homme politique qui m'a dit en ce moment, eux politiciens avaient le bec dans l'eau, ils ne pouvaient pas mal parler du chef de l'État quelque part. Mais après ça, que c'est le mec qui a fait l'occasion pour l'abattre. Pour dire quoi? Pour dire que après les 15 ou 18 premiers mois, on a commencé la descente en enfer jusqu'à aujourd'hui, de façon continuelle. Alors, ayant vu la situation 2008, 2009, j'ai vu que ça ne s'améliorait pas, ça ne faisait que se dégrader. C'est comme ça qu'en 2009, j'ai eu l'intention d'être candidat au présidentiel parce que j'ai pu prendre le risque de porter mon choix sur quelqu'un, compte tenu de l'expérience qu'on était en train de vivre. C'est comme ça qu'en 2010, j'ai mis en place une équipe de 5 personnes. Et moi, j'étais en 6e. On a commencé par travailler sur le produit de société, dans mon bureau à Sodeco. Malheureusement, toutes ces personnes aujourd'hui sont avec des candidats adverses. Mais ce n'est pas grave, parce qu'ils ne pensaient pas à ma libération. Et ceux qui pensent, ils pensent que ma candidature n'est pas sérieuse. Bref, alors, on a trouvé en 2010, 2011. Par la suite, j'ai commencé par avoir des débats avec le président de la République. Ensuite, je suis allé en prison. Mais pourquoi n'avez-vous pas été candidat en 2011? Pour deux raisons. Premièrement, lorsque on est sérieux, on ne peut pas préparer une élection présidentielle en 2 ans, moins de 2 ans.
parce que j'ai pris l'adhésion en 2009. J'ai commencé par travailler sur le modèle de société en 2010. Donc, on ne peut pas raisonnablement le faire. Deuxièmement, avec la méthode populiste du chef de l'État, moi, en tout cas, à travers mes analyses politiques de la situation de notre pays, je savais qu'il allait avoir son second mandat et que ce n'était pas la peine de me préparer pour 2011. Voilà les deux raisons qui ont fait que je n'ai pas visé 2011, j'ai plutôt visé 2016. Alors, donc j'ai commencé par travailler, j'ai eu des déboires. Dès ma libération, j'ai enchaîné avec les contacts. J'ai parcouru 100 tapages. 100 tapages. Aujourd'hui, au moins 70 des 77 communes de notre pays. Et j'ai beaucoup appris. Et c'est suite à cette tournée que j'ai eu j'ai été plus que conforté dans ma décision d'être candidat en 2016. Parce que ce qu'on nous montre à la télévision, ce qu'on dit à la radio, c'est aux antipodes de ce qu'on constate sur le terrain. Qu'est-ce qu'on nous montre à la télévision? Qu'est-ce qu'on dit à la radio? Écoutez, prenez aujourd'hui le système scolaire. On a parlé de la rentrée, ça s'est très bien passé. Faites un tour dans les écoles. Demandez le nombre de classes au niveau de cours primaire et demandez le nombre d'enseignants. C'est une catastrophe. Mais le président Bouniaï dit avoir recruté des milliers d'enseignants depuis son arrivée au pouvoir. S'il vous plaît, prenez l'école primaire publique qui est à Kadiaou, en face du dénivellement, à côté de la station Sonacop. Non, à peine à 500 mètres de la maison du chef de l'État. C'est une école qui a 3 groupes de 6 classes avec 18 classes. J'ai reçu chez moi une délégation donc, de militants de Kadiaou. Et j'ai dit, mais comment ça se passe à la rentrée? Fort heureusement, il y avait je ne vais pas dire qui c'est, un des militants qui m'a dit, au niveau donc de l'école, il y a un groupe qui a 3 mètres sur 6, les 2 autres ont 2 sur 6. Au total, ça fait 7 instituteurs sur 18. Dans tout le pays, c'est comme ça le schéma. Il y a même des endroits où vous avez un instituteur pour 6 classes. Et qu'est-ce qu'on fait? On met ensemble CICP, CE1, CE2, CM2. Ou alors on demande aux parents de cotiser 1000 francs, 2000, 3000. On recrute et des professeurs d'emploi sans formation aucune pour aller enseigner les enfants. Alors qu'on ne s'improvise pas enseignant. Surtout pour le CI, où les enfants quittent pour la première fois leurs parents. Il faut leur donner le goût de l'école. On prend n'importe qui pour aller enseigner les enfants. On m'a dit l'année dernière, dans une localité de Kouandé, on a pris quelqu'un qui a un niveau 4e comme instituteur. Qu'on connaît le niveau donc, des gens aujourd'hui en 4e. Allez voir le français qui va parler aux enfants. Monsieur le ministre, on vous entendra tout à l'heure sur les différentes réformes que vous entendez entreprendre pour régler un certain nombre de dysfonctionnements, parlant de la gouvernance au sommet de l'État. Vous êtes considéré comme l'un des proches de l'homme d'affaires béninois Patrice Talon. Vous avez cité même son nom tout à l'heure en parlant des tractations qui avaient eu lieu avant l'arrivée du président Bouniaï au pouvoir en 2006. Ce monsieur a passé 3 années en exil et est rentré il y a quelques jours. Vous l'avez rencontré, si oui, quels sont les sujets que vous avez abordés, les relations que vous entretenez avec lui aujourd'hui? Avec mon cher ami Patrice Talon, nous avons une très bonne relation, plus que fraternelle. Plus que fraternelle. J'ai rencontré à son arrivée, effectivement. Ce serait un maçon que je dis que je ne l'ai pas rencontré. Vous allez le saluer, lui dire bonne arrivée, échanger avec lui. On a parlé de la situation politique du pays, également de la vision de chacun, de ce que chacun peut apporter à notre nation. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il m'a confirmé qu'il sera candidat aux élections présidentielles de 2016. Je l'ai également confirmé que, tel que je l'ai annoncé le 10 septembre, à Saint-Charbel, moi aussi je suis partant pour les présidentielles. Ne vous a-t-il pas demandé de vous désister en sa faveur, comme l'a déjà fait Maître Diobénou, qui fait partie de ses proches, de ses amis comme vous?
Bon, vous savez, M. Patrice Talon me connaît très bien. Il sait que j'ai des ambitions pour le pays. J'ai des offres par rapport à ma vision pour le pays. C'est vrai que quelque part, au niveau de certains points, nous avons une convergence de vision, mais pas forcément au niveau de tous les points. Alors, de ce fait, c'est vrai, l'idéal aurait été que quelqu'un s'abstienne au profit de l'autre. On a fait ce débat, mais il faut être honnête, pour le moment, on n'a pas encore eu cette convergence de vision pour que quelqu'un se décide au profit de l'autre. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, vous êtes très proche de Patrice Talon, vous entretenez des relations plus que fraternelles. Sa manifestation de son intention de briguer la magistrature suprême, vous l'avez aperçu comme la confirmation d'une parole ou carrément une surprise? Une surprise. Une surprise parce que compte tenu des informations que j'avais à travers la presse, moi je ne croyais pas. Étant entendu que bon, nous avons échangé longuement par rapport à la situation politique de notre pays, je n'y croyais pas. Quand il m'a confirmé ça, bon, c'est vrai, j'ai été surpris. Mais il a ses raisons. Et je ne peux pas lui défendre donc, de tenir compte de ses raisons, de ses ambitions pour le pays. Il faut être candidat. Vous êtes déçu? Oh, un peu. Pourquoi? Mais pourquoi? Il faut être honnête pour le dire, il faut être honnête. Monsieur Patrice Talon faisait partie donc, de ceux-là sur qui je compte pour financer ma campagne. Donc vous comptiez également sur la télécommande, hein, Griffe. Qu'est-ce que ça fait télécommande? Bon, ça c'est là. C'est le surnom qu'on donne à Patrice Talon depuis qu'il finance en sous-main des hommes politiques. Non, il faut noter que M. Patrice Talon a toujours financé tous les hommes politiques. De quelque bord qu'il soit. Quelque bord qu'il soit. Il a toujours financé, il a toujours contribué. Peut-être à des degrés divers, mais il a toujours financé ces hommes politiques. Il n'est pas le seul quand même à être mécène des états-majors politiques du Bénin depuis quelques années. Il y en a d'autres. Oui, mais c'est que la différence, je dis que c'est lui, il a financé presque tous les bords. Tous les bords. Pour les autres, je ne sais pas. Il a financé tous les bords. C'est vrai que M. Talon, c'est quelqu'un, comme il a dit lui-même au cours d'une émission, quand la main gauche donne, ou bien quand la main droite donne, la main gauche ne sait pas. C'est sa nature. C'est sur la main les bénéficiaires qui en parlent. C'est comme ça que nous, on a les informations. Donc vous êtes déçu parce que le financement... Parce que j'ai perdu une partie donc, de ceux-là qui pourraient financer donc, ma campagne. Mais pour moi, ce n'est pas une grande déception. Justement. Non, puisque déjà, moi, j'ai toujours dit aux populations, j'ai dit à mes compatriotes que je suis candidat, pas en mettant l'argent devant, mais ma vision, ce que j'entends faire pour le pays. Et je dis aux populations, excusez-moi les thèmes, tel que nous avons suivi l'argent de M. Talon pour voter pour Yaya Boni. Voilà où ça nous a conduit. Maintenant, nous ne suivons plus l'argent. Donc, j'ai été clair vis-à-vis des populations. Ce qui fait que, dans ma vision, ma stratégie, ce n'est pas l'argent qui doit mener ma campagne. Ces propos ne feront pas plaisir à votre ami Patrice Talon. Ça. Mais écoutez, non, c'est une réalité. C'est une réalité. Et je n'ai pas dit ça de façon méchante. On avait une vision. J'ai dit qu'on cherchait un développeur. Mais nous, on nous a proposé M. Yaya Boni. On a mis les moyens qu'il faut. Ceux qui ont les moyens financiers, ceux qui ont les moyens intellectuels, etc. Chacun a mis les moyens, il est arrivé. Et voilà ce que ça a donné. J'ai dit, on a suivi l'argent sans connaître réellement l'homme. C'était là notre erreur. On nous a parlé de lui, mais on a cru en ce qu'on nous a dit de lui. Et voilà ce que nous avons eu comme résultat. Et c'est pourquoi je dis également à notre compatriote, ne prenons plus quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qui n'est pas resté dans le pays, qui n'a pas souffert avec nous dans le pays. Ça va être encore
la même chose. Si justement vous décidez de maintenir votre candidature face à Patrice Talon, face à tous les autres qui se déclarent au compte-gouttes, quelle chance pouvez-vous, du moins, avez-vous face à la machine électorale et la machine financière que vont déployer les opérateurs économiques? Ce n'est pas Patrice Talon seul qui est en jeu, il y en a d'autres. Bon, d'abord, par rapport à l'aspect financier, j'ai déjà répondu à cette question. Mes militants sont conscients que nous allons, pour conquérir le pouvoir, non pas à coup de pied de banque. Oui, mais vos militants ne sont peut-être pas seuls suffisants pour gagner une présidentielle. Écoutez, quand je dis les militants, c'est tous ceux-là qui vont diffuser également notre vision. Je n'ai pas dit mes électeurs, mes militants. Donc, ils vont diffuser notre vision au sein des populations. Il faut comprendre aujourd'hui que la population béninoise est très mûre. On me dit que ce n'est pas dans les villes, mais aller dans les villages également, vous allez écouter les gens. C'est les gens qui réfléchissent correctement. Pour montrer que ce n'est pas forcément l'argent qui compte. Vous voyez les élections législatives qu'on vient de terminer. Si vous voyez la puissance financière qui a été démontrée au niveau de la 16e circonscription électorale par FCBE, c'est impressionnant. Vous avez vu les traces? Mais le chef d'État était venu à 2 vents de mois. Ensuite, le maïs a circulé, le riz a circulé, les montres avec effigie de l'enfant du plan de la ville, tout ça là, ça a circulé, les billets de banque, les tissus ont circulé. Et pour avoir un député sur 5. On peut même dire sur 9, puisqu'on comptera pour Cotonou la 15e également. Bon, alors pour dire quoi? Pour dire que les populations ne suivent pas forcément l'argent. Et nous, dans notre communication, nous avons nos éléments de campagne. Peut-être qu'on aura le temps d'aborder quelques-uns de ces éléments-là. Et c'est sur ça que nous comptons pour gagner les élections. Nous ne comptons pas faire démonstration de fortune, puisque nous n'en avons même pas. Et désormais, il faut compter avec ceux qu'on qualifie de nouveaux acteurs politiques, c'est-à-dire ces hommes d'affaires dont Patrice Talon, au-delà du droit que la loi fondamentale leur reconnaît, leur présence sur la scène politique aujourd'hui, comment vous l'apercevez? Bon, sans vous mentir, ce n'est pas leur candidature en tant que telle qui me gêne. Mais c'est ce qui est autour de ces 2 candidatures-là. Moi, pour mon pays, je rêve d'hommes d'affaires qui travaillent en symbiose à travers le patronat et les chambres de commerce. Une vision commune pour proposer des plateformes de développement économique et social de notre pays et discuter maintenant avec les candidats potentiels pour voir qui est le mieux placé pour porter donc ces idéaux-là. Je ne veux pas pour des hommes d'affaires qui se font le combat. Vous avez tout suivi. J'ai suivi les déclarations. Mes partenaires ont été approchés par des lieutenants donc, de certains candidats. L'un qui dit que je suis candidat parce que l'autre l'est. Vous voyez, donc en réalité, il n'y a pas une vision, il n'y a pas un projet de société. C'est parce qu'il s'est candidat que Y l'est également. Moi, ça me gêne. Et notre pays n'a pas besoin de ça. Imaginez-vous un instant que mon ami M. Talon soit le président de la République. Déjà, il y a un problème qui va se poser entre le groupe Adjavon et ses partenaires et M. Talon et ses partenaires au niveau du monde des affaires. Est-ce que le Bénin a besoin de ça? Nous sommes en train de sortir d'une crise entre le président de la République, Jair Boni, et M. Talon. Nous allons encore entrer dans une autre crise. Le Bénin n'a pas besoin de ça. Moi, je rêve vraiment d'un secteur privé, uni, dynamique, fort, face à un gouvernement pour imposer sa vision réelle du développement. Je rêve d'un tel secteur privé. Et c'est pour cela que vous espérez gagner l'élection présidentielle dont le processus est déjà en cours. Nous allons parler rapidement maintenant de ce processus. Qu'est-ce que vous pensez de l'actualisation de la liste électorale permanente et informatisée, celle de 2011 qui a donné lieu au chaos? Il y a des modifications qui ont été apportées. On a vu le résultat en 2000.
15 en avril dernier. Maintenant, on est en train de réviser à nouveau pour insérer les Béninois de l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette liste de processus d'actualisation et de la pertinence jusqu'au coût, le coût du projet qui est quand même assez élevé? Bon, par rapport au travail proprement dit, moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y avait beaucoup de compatriotes qui avaient été laissés pour compte. Il faut donc les intégrer pour leur permettre d'exprimer leur suffrage, ce qui est normal. Et là, je lance un appel à tous les Béninois qui ne l'ont pas encore fait, de bien vouloir le faire parce que je parle que beaucoup sont découragés. Je dis, qu'est-ce que j'ai gagné? C'est toutes les mêmes personnes, ils viennent, ils occupent que d'eux, de leurs proches, et ainsi de suite. Bon, quelque part, ils ont raison, mais il faut qu'ils sachent que la révolution peut venir. Mais pas révolution à l'époque, sur l'époque militaro-marxiste. C'est un thème qu'on aurait pu utiliser maintenant si ça n'avait pas été galvaudé. Et c'est pourquoi moi je parle de rupture. Donc la rupture viendra. Par les élections. À travers les élections, bien sûr. La rupture viendra. Et donc, le désespoir cédera la place à l'espoir. Alors donc tous ceux-là qui pensent qu'ils ne vont pas s'inscrire parce que déçus, je leur demande d'aller s'inscrire pour pouvoir donc exprimer les suffrages en temps opportun. Et par rapport au cours, je ne peux pas me prononcer tant qu'on n'a pas fait un audit de ce qu'on a engagé pour qu'on voit la pertinence de ce qu'on a engagé réellement. Vraiment, je ne peux pas me prononcer sur la question. Autre institution budgétivore, la Commission électorale nationale autonome Sénat, qui a rendu public son budget à environ 15 milliards de francs CFA, 14,5 milliards de francs CFA pour les élections présidentielles. Et pourtant, de nombreuses réformes ont été engagées pour amoindrir le coût des élections au Bénin. Je pense que les services compétents du ministère de l'économie et des finances doivent pouvoir passer en revue les différentes rubriques qui ont été proposées et voir s'il y a double emploi des endroits par rapport à ce qui a été fait en ce qui concerne le travail qui est en cours au niveau de la LEPI. Ils vont faire le nettoyage pour venir à des proportions raisonnables parce qu'effectivement 15 milliards alors que le support est disponible, ça pose problème. Mais 15 milliards ajoutés au budget du COS-LEPI qui est à part et les autres institutions également impliquées dans le processus. Moi, je pense que il est important que nous puissions revoir effectivement le cours des élections dans notre pays de façon vraiment très sincère et très objective. Cela d'autant plus qu'un pays comme le Niger fait des élections qui coûtent à peine 7-10 milliards. Voilà, je dis, mais je ne pense pas qu'avec le régime actuel on puisse faire ça. Je ne pense pas. Le ministre Okpanou a dit quelque chose sur ce plateau. Il estime que le coût est élevé parce qu'il y a une bonne partie du financement qui retourne dans les poches de certains acteurs haut placés impliqués dans le processus. Êtes-vous de son avis? Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut faire un travail pour réduire le coût des élections au Bénin. Il a dit que, mais je ne pense pas qu'on puisse faire ça sous ce régime. Je pense que lui et moi, on a la même lecture de la situation. Avec ce régime, on ne peut pas faire ce travail-là. Nous finissons dans ce registre concernant le processus électoral pour parler de la Cour constitutionnelle. Êtes-vous de ceux qui commencent à douter de l'impartialité de la haute juridiction? D'abord, je fais un constat amer et qui n'est pas à notre faveur, nous les hommes. On a constaté que lorsqu'on a eu, excusez-moi, des femmes à la tête de la Cour constitutionnelle, cette institution a fonctionné convenablement. Mais avec les hommes, vous voyez avec moi, c'est la catastrophe. Et au lieu que ça s'améliore, ça fait que s'empirer. Vous faites déjà la comparaison entre les cours de Mme Poyon, Mme Conseil Sarossou et celle bien sûr. de Maître Obed Ossou exact. Et Théodore Olo. Alors, il demande est-ce qu'il ne faut pas que désormais on élise des femmes pour être président de la Cour constitutionnelle. C'est un problème aujourd'hui que la Cour constitutionnelle est à la solde du chef de l'État. Moi, je pense qu'il est important que et la Cour constitutionnelle et la Sénat essaient de se détacher de la personne du chef de l'État, de se détacher du gouvernement, pour se mettre résolument au service
du peuple béninois. Peut-on vraiment affirmer que la Cour est inféodée, réellement, comme vous le dites là? Écoutez, vous voyez les décisions qui se prennent. C'est envoyé de qui? Soit d'un président du gouvernement. Vous voyez la lecture. Vous voyez la lecture. À distance, j'ai suivi plein de recours au niveau de la députation. J'ai eu les résultats qui ont été proclamés par la Cour constitutionnelle. Monsieur le ministre, on va aborder à présent les différentes réformes que vous entendez entreprendre une fois au Perchoir. Nous, on vous le souhaite vivement. Vous êtes considéré comme connu comme un technocrate très rigoureux, Modialou Soumanou, en cas de victoire en 2016. Quels seront les grands axes de façon succincte de votre gouvernement? D'abord, l'éducation. Tout à l'heure, j'ai parlé donc du déficit créa d'instituteurs bien formés au niveau de nos écoles primaires. Aujourd'hui, on peut évaluer au moins à un tiers de l'effectif actuel le nombre d'enseignants qu'il faut, ou au moins combler partiellement le vide. Parce que si vous prenez pour 6 classes, 1, 2, 3, maximum 4 instituteurs, donc le maximum 4 sur 6, ça fait 2 tiers, alors qu'il y a des cas où on a 1, 2, 3. Vous avez également des endroits où les classes sont en sureffectif. Il y a un village à Tofo qu'on appelle Djanglamé. Ils sont 197 écoliers au CI. L'année dernière, quand ils étaient allés là-bas, dans une seule classe. 197. Il y a un autre village à Cana, ils sont 206 écoliers au CI. Ça veut dire qu'il faut donc considérer ça de classe pour qu'au maximum, on n'ait que 50 écoliers par classe afin que l'enseignant puisse vraiment s'occuper des enfants. Et quand on va compter les salles de classe, ce n'est pas avec le génie militaire. Ce sont les ouvriers locaux, maçons, ferrailleurs, menuisiers, etc., qui seront recrutés pour faire le travail sous le contrôle d'entrepreneurs, bien sûr. Vous allez également... Monsieur le ministre, quand vous parlez de recrutement d'enseignants, d'instituteurs à travers tout le pays, et s'il faut vous en croire, il faudrait tripler le nombre d'enseignants disponibles à l'heure actuelle. Est-ce que vous ne craignez pas? Je n'ai pas dit qu'il faut tripler. J'ai dit qu'aujourd'hui, on a un déficit qui fait le tiers de l'effectif actuel. Voilà, donc si pour arriver aux chiffres normaux, il faudrait... au moins recruter l'équivalent d'un tiers de ceux qui sont l'effectif D'accord, très bien. Alors est-ce que vous ne craignez pas que le Fonds monétaire international vienne encore nous parler de masse salariale trop importante dans notre pays? Bon, d'accord. En attendant donc que je poursuive disons, dans mes idées, je réponds à cette question de façon très ponctuelle. En 2013, si j'ai bonne mémoire, mon frère et ami Pascal Todjinou, responsable de la CITB, est monté au créneau pour dire que sa confédération a fait une étude. Parce que le gouvernement dit qu'on peut opter à la fonction publique parce que la masse salariale globale sur les recettes, ça fait 38%, alors que le niveau de l'UEMOA, les critères, c'est 35%. Ce qu'on peut recruter. Il a publié les résultats d'études qu'ils ont réalisées au niveau de leur confédération pour dire qu'on était à 23%. Et qu'il attend quiconque venait contredire les chiffres qu'il a annoncés. Depuis 2013 jusqu'à ce jour, personne n'est monté au créneau pour contredire les chiffres qu'il avait dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons 12% en deçà du critère de convergence. Autre élément, la politique actuelle du gouvernement n'est pas une politique favorable au recrutement à la fonction publique. Des cadres techniques, mais plutôt des politiques. Aujourd'hui, par exemple, on a un gouvernement de 28 membres. Est-ce que ce n'est pas pléthorique? Alors moi, à la grâce de Dieu, si je suis président, je vais gouverner le pays avec moins de 20 ministres. Moins de 20 ministres. Ces communes de chasse que nous allons faire, on va répercuter ça sur le recrutement dans tous les secteurs. Donc, on a besoin au niveau de la santé. Il y a une télévision qui a montré il y a quelques semaines, ou un mois et demi, l'hôpital de zone de Djidja. Dans la brousse, des magouillas qu'on nous a montré, faute de personnel. Alors qu'on a des docteurs qui sont formés, qui sont au chômage. Des sages-femmes qui sont formés, qui sont au chômage. Des infirmiers qui sont formés, qui sont au chômage. Comment on peut comprendre ça? Vous allez dans nos tribunaux, les magistrats sont submergés. Pour un dossier, vous allez, on reporte à 6 mois, etc.
à ce qu'ils sont submergés. Nous sommes en retard par rapport à la carte judiciaire de notre pays. On doit construire d'autres tribunaux pour rapprocher l'application de l'AMC. On est en retard. Donc ça veut dire qu'il y a plein de possibilités de recrutement des jeunes. L'autre aspect également, on a créé au Conseil à la solidarité. Dites-moi, ça fait quoi? Intimement budgétivore. Au Conseil à la gouvernance concertée. Ça fait quoi? Intimement budgétivore. Tout ça là, ça augmente les charges de l'État. Nous allons supprimer tout ça et investir ces fonds dans l'emploi des jeunes cadres que nous allons recruter. Vous avez aussi le médiateur de la République. Bon, là, ça a été adopté par une loi, alors que ce n'est pas le cas. Bon, je pense que la question des médiateurs de la République, le Bénin n'est pas particulier. Il y a beaucoup de pays qui ont cette structure. Mais le problème pour le Bénin, c'est que malheureusement, le médiateur qu'on choisit n'est pas incolore. C'est ça le problème. Donc, en résumé, les institutions budgétivores, vous allez les supprimer. Mais il y a certaines institutions budgétivores qui sont légalement connues et reconnues par la loi fondamentale de notre pays, notamment la Cour suprême. Quelles sont les réformes constitutionnelles que vous comptez entreprendre pour régler ces problèmes-là? Moi, je ne dirais pas que la Cour suprême est... La Haute Cour de justice, d'accord. La Haute Cour de justice. Très bien, oui. Au plan institutionnel, sinon, au plan constitutionnel, il y a beaucoup de femmes que nous allons engager. Et de façon inclusive, après une large consultation. Parce que notre constitution vraiment a besoin d'être révisée et de façon urgente. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que c'est la même constitution que personne n'aime et Jean-Mathieu Koko a appliqué que le président est bien en train d'appliquer? On se pose cette question. Donc, il faut donc clarifier pour que chaque président ne vienne pas interpréter et agir à sa manière. Prenons par exemple au niveau judiciaire. On a dit que le chef d'État est le premier magistrat du Bénin. Alors, vous voyez comment ça s'exerce, ce rôle du chef de l'État comme premier magistrat. En même temps, premier de l'exécutif. Alors, où est la séparation entre le judiciaire et l'exécutif dans ces conditions? Donc, d'où la nécessité donc de clarifier ça. Et que désormais, ce soit le président de la Cour suprême qui soit le premier magistrat du Bénin. C'est-à-dire que vous envisagez donc une réforme constitutionnelle, changement de constitution que Boni Yayi a essayé et qui, parce qu'elle n'inspirait pas confiance, n'a pas été acceptée par les Béninois. Vous pensez que si vous accédez au pouvoir, initier une révision constitutionnelle, c'est ça? Écoutez, quand vous écoutez la plupart de nos compatriotes, les gens sont favorables à la révision de la Constitution. Mais le point qui se pose, c'est la manière de procéder. Si le peuple nous accordait sa confiance, dès les 3 premiers mois de notre quinquennat, nous allons mettre en place la commission de révision de la Constitution qui va commencer par travailler pour qu'on puisse avoir une nouvelle Constitution révisée avant les 2 premières années. On ne dirait pas que c'est une révision opportuniste. C'est indispensable. On peut réviser la Constitution 3 mois après être arrivé au pouvoir et envisager un second ou une continuation perpétuelle quand même. Je regrette, si la Constitution ne permet pas, comment on peut envisager ça? Ensuite, le second mandat, c'est le peuple qui donne. Ce n'est pas chaque président qui s'autoproclame président de la République. Et je disais tantôt qu'il y a des réformes qu'il faut au niveau de la Constitution. J'ai parlé donc de la situation de l'exécutif, pouvoir judiciaire de l'exécutif. Deuxièmement, aujourd'hui, le chef de l'État, c'est lui qui nomme le président de la RAC. Ce qui pose des problèmes. Désormais, lorsque les conseillers seront envoyés au niveau de la RAC, ils vont élire en leur sein leur président, ce sera le chef d'État qui va l'élire. Troisièmement, on a parlé tout à l'heure de la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État désigne 3 personnes, l'Assemblée désigne 4. En tout état de cause, même si le chef d'État est minoritaire à l'Assemblée, il a au moins un qui peut amener donc de l'Assemblée nationale, puis c'est 3, ça fait 4. Il prend qui veut comme président de la Cour constitutionnelle. Et là, on a un président qui est sous ordre du chef de l'État. Nous allons proposer que le chef de l'État ne désigne que 2, l'Assemblée 3, les magistrats en leur sein vont désigner un qui a au moins 15 ans d'ancienneté. Ensuite, les professionnels libéraux d'ordre judiciaire, avocats, notaires, huissiers vont également désigner un.
qui a au moins 15 ans d'ancienneté. Et ça a l'avantage de renforcer le débat au niveau de la Cour constitutionnelle et de ramener à 2 celui que le chef d'État va désigner. Ça réduit sa propension donc à contrôler donc le plan de la Cour constitutionnelle. Monsieur le ministre, nous remarquons que vos points de vue croisent ceux de Patrice Talon sur les réformes constitutionnelles. Vous êtes concerté puisque lors de sa première sortie médiatique, il a notamment relevé ces différents points, notamment la diminution de l'influence du président de la République sur les institutions étatiques. Peut-être qu'il n'est pas dans le fond, peut-être qu'on n'a pas les mêmes propositions dans le fond. On n'a pas fait ce débat, lui et moi. Il ajoute un mandat unique. Bon, ça c'est son point de vue. Et la quête du deuxième mandat fait qu'on ne réussit pas le premier. Ça dépend de celui qu'on choisit comme président de la République. Si vous permettez, laissez-moi terminer d'abord avec les réformes. Allez-y. Après, on va revenir à votre question. Alors, toujours au niveau de la Constitution, nous avons la Haute Cour de justice. On a dit qu'elle est instituée pour lutter contre, pour garder la bonne gouvernance, pour lutter contre l'impunité. Mais aujourd'hui, on constate que c'est une institution qui promeut l'impunité. Depuis qu'on a mis en place la Haute Cour de justice, qui est passé devant cette institution? De notre côté, la Haute Cour de justice apparaît comme une juridiction d'exception dans un état de droit, où on dit que nous sommes tous égaux devant la justice. On met en place une juridiction d'exception, ça pose problème. Et troisièmement, c'est inutilement budgétivore. Alors par rapport à ces 3 arguments-là, nous allons proposer la suppression de la Haute Cour de justice. Pur et simple. Et dans le système du judiciaire actuel, on va créer une procédure particulière pour le chef de l'État, les personnalités et autres ministres, députés qui donc seront coupables d'un concours économique et autres. Autre réforme également majeure qu'il faut opérer au niveau de notre Constitution, c'est la question de l'immunité. On a dit qu'il faut rendre imprescriptible les crimes économiques. D'accord. Imaginez-vous que quelqu'un ait commis des crimes au niveau de l'exécutif et surtout à l'Assemblée. Et à chaque législature se fasse élu jusqu'à sa mort. Quelle serait l'utilité donc de cette imprescriptibilité? Moi, je pense qu'il faut éviter que l'Assemblée ou alors les bénéficiaires d'immunité ne se cachent sous cette unité pour, disons, piller le pays et donc bénéficier de l'impunité. Dans ces conditions, il est important que l'imprescriptibilité soit renforcée par le fait qu'on dit dans notre Constitution que l'immunité, quelle qu'elle soit, ne couvre pas les crimes économiques. Et là, lorsque vous êtes coupable de crimes économiques, on n'a pas de difficulté à vous demander d'aller vous justifier devant les instances compétentes en la matière. L'autre réforme majeure par rapport à la Constitution, c'est le multipartisme intégral qui est dans notre Constitution. Aujourd'hui, le Bénin, à peu près 15 millions maximum d'habitants, nous avons plus de 300 partis politiques. Les États-Unis, à peu près 60 millions de partis politiques. Le Nigeria, 200 millions, 4 ou combien de partis politiques? Ça pose problème. Ça fait que nous avons des partis à caractère ethnique, des partis de quartier ou de communes, et ça développe l'ethnocentrisme, le régionalisme et beaucoup de dégâts pour notre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y en a qui disent plus jamais un président du Nord, plus jamais un président Nago, etc., etc. Parce que certains politiciens sont à court d'idées. On veut intoxiquer la population, alors que le Bénin est indivisible. Quand on est candidat pour tout le Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Et pour régler le problème, que proposez-vous? Alors, nous allons faire le débat. Si nous voulons qu'au Bénin, nous ayons au maximum 4 partis politiques, il suffit de dire dans la Constitution qu'un parti sera connu en tant que tel,
que lorsqu'il a, dans toutes les communes du Bénin, au moins 25% d'adhérents. Si on veut avoir 5, on met au moins 20%. Si on veut avoir 3, on est au moins 33%. Et puis, ça permettra donc aux partis de se fédérer pour connaître des partis réellement à caractère national. Et c'est important pour nous. Ça va consolider l'unité nationale. Ça permettra donc de mettre un terme au débat dans le sud, au centre, ethnie, etc., etc. Quand on dit, par exemple, plus jamais un président Nago dans notre pays, je ne sais pas si ceux-là, ils ont fait l'histoire de notre pays. Quand on parle de Nago, on exclut Savé, Banté, Dassa, Kétou, Pobé, Porto, etc. Une large frange donc de notre pays, parce que tout cela, c'est de Nago. Donc il faut qu'on fasse le débat technique, débat de société, et non vraiment des faux débats. Oui, justement, vous avez donc largement dit ce que vous auriez souhaité modifier au niveau constitutionnel. Mais maintenant, au niveau social, vous avez déjà parlé de l'éducation. Autre réforme majeure. Je n'ai pas terminé l'éducation au niveau des collèges. Il y a aussi des problèmes. Vous voyez, aujourd'hui, 95% des enseignants, c'est des vacataires. Vacataires, c'est la même chose que des professeurs d'emploi qui n'ont pas la vocation. Mais ils veulent faire job pour survivre. On les prend, ils sont à la solde des surveillants généraux, des censeurs. Ils font leur bon vouloir pour se maintenir l'année suivante. Conséquence, les niveaux baissent au niveau des collèges publics. Faites un tour à Calavi, un peu partout à Cotonou. Vous allez voir dans les collèges privés, les posters de nos enfants, avec les moyens obtenus, au bac, etc. Vous n'allez voir ça nulle part dans aucun collège public. Parce que le niveau est très bas. Est-ce que ce n'est pas parce que les privés font de la publicité pendant que les publics n'en font pas? Mais écoutez, je dis que les premières places, c'est pour ces privés-là. Comment voulez-vous que j'ai fait une publicité alors que quelqu'un a dit que le premier, le deuxième, c'est dans son établissement. Il a dit que le 20e est dans mon établissement. Allez afficher ça. Alors il faut travailler, excusez-moi, pour relever le niveau donc, au niveau de nos collèges. Alors les enseignants, ceux qui veulent faire carrière dans l'enseignement, nous allons les recruter, les former, chacun dans sa discipline, pour relever le niveau de l'éducation. Là également, il y a un problème de salle de classe. J'étais l'année dernière à Kétou, si j'ai bonne mémoire. Ils ont à peu près 85 ou 89 groupes pédagogiques. C'est-à-dire qu'on doit avoir 85 ou 89 salles de classe. Ils ont moins d'une quarantaine. Donc, classe roulante. Les enfants vont à l'école de midi à 15 heures. Ils vont à l'école le samedi et dimanche. Ils n'avaient pas terminé le programme. L'année en année, ça s'accumule. Donc, il y a un problème également à ce niveau pour construire les salles de classe. Les enseignants. Au niveau de l'université, c'est encore un autre problème. Les universitaires sont pris comme des délinquants. Et on pense qu'il faut tout régler par la force. L'université est militarisée. Fortement d'ailleurs. Je pense que là, il y a un débat qu'il faut faire avec nos enfants universitaires. C'est le cas de demain. Nous allons faire le débat. Arrêter donc, mettre en place un cas de concertation. Les prendre pour des responsables, pour pouvoir engager des réformes au niveau de l'université. Il y a beaucoup de réformes qu'il faut aussi engager. Nous avons nos idées par rapport à ça. Et le temps nous permettra pas d'aller dans les détails. On reviendra forcément sur les autres réformes, réformes industrielles, économiques, réformes, en tout cas les autres réformes, les autres points de votre projet de société. J'ai envie de vous demander quelle place occupe la lutte contre l'essence frelatée dans votre projet de société, parce que la plupart des gouvernements qui se sont succédés ont fait flop dans ce domaine. Avant d'arriver à ce point, permettez-moi de parler un peu donc, de l'aspect social. Vous avez parlé donc de... D'abord, au niveau social, il faut noter qu'il y a un problème de fond qui se pose par rapport à nos retraités de la Caisse de sécurité sociale. C'est une caisse qui a énormément de liquidités, qu'on place en dépôt à terme, qui génère des revenus. Nous allons faire une étude pour voir est-ce qu'il n'est pas opportun d'augmenter la pension de ceux-là qui cotisent au lieu que les fonds soient là oisifs et qu'on détourne ça à d'autres fins. On va faire des études. Si c'est possible d'augmenter, on va voir le niveau d'augmentation qu'il faut faire à nos parents qui sont concernés pour qu'ils puissent améliorer les conditions de vie sans compromettre donc l'avenir de la Caisse de sécurité sociale. Toujours au niveau social,
ma priorité, c'est l'emploi des jeunes. J'ai au moins 4 grands secteurs de création d'emplois par rapport aux jeunes. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect au niveau donc, de la fonction publique, où il y a des recrutements qui sont faits. Parce que la priorité, ce ne sera pas les postes techniques, les postes politiques, pardon, ce sera les postes techniques. Deuxièmement, il y aura la relance du secteur privé et la mise en place d'un partenariat public-privé pour mettre nos hommes d'affaires en confiance. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ont fermé à cause de harcèlement de l'État. Vous prenez le président du patronat, Jean-Sébastien, Kajab Common, il avait des succursales à Parakou, dans sa commune, quand tout est fermé, c'est bien fermeture pour harcèlement fiscal. Et tous ceux qui travaillent ont perdu leur job. Vous prenez Tourné, mon ami Tourné Motos, j'ai dit que c'est lui le premier à nous parler donc du président Yahya Boni. On le conseille dans ce pays avec les cahiers papillons. Vous voyez quoi, les cahiers papillons sur le marché, l'imprimerie ne fonctionne plus. Tous les motos, PK3, c'est fermé. Et les bus de transport tournés, pour rien Erika, on n'entend plus parler de tout ça là. Et forcément, tous ceux qui travaillent, ils sont à la maison. Le poste sec de M. Paris Salon, à Tral, à Alada, qui a plus de 1000 personnes fermées, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors nous allons rassurer les hommes d'affaires. Ils vont reprendre les activités. L'État va les assister dans un partenariat privé pour relancer les activités, relancer l'économie béninoise et donc créer des emplois. Troisième source, c'est que nous allons faire la promotion de l'auto-emploi à partir de l'université. À partir de l'université, il y a des stratégies que nous allons mettre en place. Nos étudiants en fait de formation, quand ils vont aller dans des entreprises pour faire les stages, ce ne sera pas 2 mois, ce ne sera pas 3 mois, ce sera des stages d'immersion. 6 mois, 8 mois, 1 an. L'État va signer un contrat de partenariat avec les entreprises pour les accueillir. Ce qui fait que le cadre, quand il va sortir, quand il va faire sa soutenance, ce ne sera pas sur l'entreprise dans laquelle il a passé son stage, mais il va créer sa propre entreprise. Je prends quelqu'un, par exemple, qui a fait, disons, l'agronomie, production, transformation, par exemple, agroalimentaire. Il fait son stage à la zone de production de la Zouébra. C'est fini, il peut monter un projet pour transformer les pommes de noix de cajou en boisson. Justement, monsieur le ministre, momentanément, en parlant de l'agronomie, il y a un danger qui court notre pays, notamment ces jeunes étudiants qui finissent au niveau de nos universités formés dans certains centres comme le centre Songhai. Vous savez, le Nigeria de Buhari vient de lancer une grande réforme agraire et qui a commencé par recruter les jeunes à coût de millions. Il y a beaucoup de Béninois qui sont déjà partis. Les jeunes qui sont formés dans le centre Songhai, beaucoup de Nigériens, beaucoup de Burkinabés. Au moment où on va vouloir entreprendre ces initiatives-là, on finira par trouver personne. Puisque la plupart de ces jeunes-là sont partis. Oui, d'accord. Il y en a qui se forment. Et qui risquent de partir parce que ce qu'on leur propose de l'autre côté est plus intéressant que ce qu'on leur propose dans leur propre pays. Vous savez, il va trouver des patriotes. Moi qui suis ici, j'ai eu des offres. Quand j'étais en activité, j'ai des offres, même du Mali, quand j'étais dans le commerce intérieur. J'ai des offres également ailleurs. Mais j'ai préféré rester au pays. Il y a des patriotes qui vont accepter de rester. Donc, pour dire quoi? Pour dire que tout dépend quand même des conditions que nous offrons aux nôtres. Aujourd'hui, les gens sont formés, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas d'assistance, c'est ça le problème. Ils sont laissés pour compte, ils ne sont pas encadrés. Mais nous n'avons pas travaillé de cette manière-là. Il y aura un suivi réel. Et c'est pourquoi j'ai dit que des salles d'immersion, vraiment, ils vont sortir aguerris et pourront eux-mêmes entreprendre. C'est comme ça que nous allons travailler. Et enfin, quatrième source donc, de création d'emploi, j'ai plein de grands projets de création d'emploi. Créateurs d'emplois donc, dans notre pays. Je peux citer 4 ici. Très rapidement. Très rapidement. On vient de terminer la Tabaski. On a importé près de 2 millions de bêtes du Niger, du Mali, du Burkina, des pays sahéliens. Qui nous envoient ça. Nous, on est capable de pouvoir aller voir des petits ruminants dans notre pays. Nous allons mettre en place un grand projet. Déjà à partir de Pau jusque dans tout le pays, on peut produire, donc élever des petits ruminants et produire pour que d'ici 2 ans, le Bénin soit autosuffisant en matière donc, de bétail pour
pour faire la tabasserie. C'est des emplois qu'on va créer. Parce que quand on parle donc élevage moderne, il y a le complément alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut des industries pour fabriquer un sachet et distribuer donc le complément alimentaire. Voilà un grand projet. Le second grand projet, c'est la mise en valeur de notre tissage moderne à travers donc, notre coton local. Aujourd'hui, les caquets que nous portons, les uniformes que nous portons, ça vient de l'extérieur. À travers notre tissage modernisé, nous allons installer dans tous les villages, dans tous les quartiers de ville où il y a des écoles, ces tissage pour que chaque localité fabrique les caquets, les uniformes que les enfants vont porter pour aller à l'école. Ce projet a 5 volets de création d'emplois, dont 2 à caractère industriel, 2 à caractère donc, artisanal et l'autre transport. L'autre volet également donc, de création d'emplois. Non, l'autre projet également que j'ai, c'est le port pétrolier. J'ai élaboré, quand j'étais directeur de commerce intérieur, un projet concernant le port pétrolier. Je n'ai pas trouvé un ministre qui puisse porter ça au gouvernement. Quand j'ai été nommé ministre, j'ai porté ce dossier au gouvernement lorsque, au cours d'un conseil, on a présenté le schéma concernant le second port en eau profonde. Alors, j'ai demandé au chef de l'État qui m'a autorisé, j'ai présenté ce dossier-là, qui a été accepté, apprécié par le Conseil des ministres. On m'a dit d'envoyer l'idée de projet. Après le conseil, j'ai envoyé le dossier. J'ai quitté le gouvernement en juin 2007. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'est devenu ce projet. Mais si je suis présent, j'ai sorti ce projet. C'est un grand projet qui va impliquer les 2 États, le Bénin, le Nigeria et les grands groupes pétroliers mondiaux. D'ailleurs, ce projet, il existe peut-être sous une autre forme, le projet de port pétrolier et minéralier en eau profonde à Semekoudji, qui est un projet de partenariat public-privé qui est, en tout cas, pour ce que nous en savons, en cours de développement à l'heure actuelle. Nous allons évoluer, monsieur le ministre, pour parler de la lutte contre l'essence de contrebande pailleur. Quand on parle de Soumanou Issoufou Moudjaïdou, on pense effectivement à cette lutte-là contre le pailleur sous le président Boni Yaï dès son arrivée au pouvoir. On vous a vu au premier rang, aux premières loges, dans les tentatives pour mettre fin à la commercialisation de l'essence de contrebande. Mais cette lutte-là, elle a échoué, que ce soit avant l'arrivée au pouvoir de Boni Yaï, après, toutes les tentatives menées avec vous et après vous par Boni Yaï ont échoué. Comment cela peut-il s'expliquer à votre avis? Je vous remercie. D'abord, il y aurait à avoir une pensée pieuse à tous ceux-là qui ont été victimes de ce trafic. Et surtout, ce qu'il y a eu il y a 3 ou 4 jours sur la route de Porte-Nouveau. C'est horrible. Il y aurait présenter mes condoléances aux parents de toutes ces victimes-là. Comme vous l'avez dit, j'ai été impliqué dans ce secteur à 2 reprises, sous le gouvernement du président le général Mathieu Kérékou, et à son âme, et sous le régime donc de Yaï Boni. En ce qui concerne le gouvernement de général Mathieu Kérékou, j'étais à ce moment directeur du commerce intérieur. Le gouvernement a décidé d'accélérer le marché des produits pétroliers. Et en conseil des ministres, il a été demandé au ministre des Finances et au ministre du Commerce de mettre en place une commission interministérielle pour s'en occuper. La commission a été mise en place. Il y avait plein de ministères, la santé, l'intérieur, la défense, l'environnement, plein de ministères qui étaient membres de ce comité. Et on a choisi le directeur du commerce intérieur pour présider la commission. Donc ce n'est pas Soumanou, mais c'est le directeur du commerce intérieur à l'époque qui a été choisi pour présider la commission nationale d'assainissement du marché intérieur des produits pétroliers, qu'on appelait CONAMIP. Et nous avons travaillé avec la tête et le cœur. Nous avons réfléchi. On a commandité des études. Le professeur Fayomi est là pour témoigner. Et docteur Kapochichi Olivier est là pour témoigner. On a fait des études, on a fait des recherches pour avoir l'impact de la vente à la sauvette des produits pétroliers sur l'environnement immédiat et de façon plus globale. C'est-à-dire que ceux qui sont en contact, et également du fait que ça s'évapore et que vous et moi, de façon involontaire, nous respirons dans les vapeurs de l'hydrocarbures.
l'étude existe. On a transformé cette étude en lettre ouverte qu'on a envoyée à tous les compatriotes. Nous avons également recruté un groupe qui a fait des sketchs qu'on appelait Girado, qui sont passés au niveau des télévisions. Nous avons recensé sur l'ensemble du territoire national tous les gros trafiquants. On a envoyé des courriers pour leur rappeler la réglementation et leur dire de se conformer. Nous avons fait beaucoup de choses. On a demandé au gouvernement d'autoriser la mise en place des stations trottoirs en exonérant des droits et taxes d'importation des équipements, tout ça. Là. Tout ce qu'on a proposé a été accepté par le gouvernement, sauf la dernière option. Et en son temps, nous n'avons mené la guerre armée contre personne. Nous avons, à un moment donné, essayé de freiner l'entrée en ceinturant donc les points d'entrée de sur le territoire national. À un moment donné, le gouvernement lui-même, qui a décidé d'assainir le marché, a demandé d'arrêter. Nous sommes des exécutants. Nous avons exécuté, nous avons arrêté. Voilà ce qui s'est passé donc sous le général Mathieu Kédougou. Et lorsque le président Yahya Boni, après l'arrivée du pays, nous étions en conseil des ministres un jour, il est arrivé dès qu'il vient de finir l'audience avec l'ambassadeur d'Allemagne. Il dit vraiment qu'il a honte. Et que l'ambassadeur a dit, mais monsieur le président, on fabrique tellement de vin dans votre pays, il y a de vin partout au bord des voies. Il a dit non, que ce n'est pas du vin, que c'est de l'essence. L'ambassadeur a dit, quoi, essence? Mais que vous êtes miraculeux. C'est l'essence qu'on vend comme ça là. Alors, je pense que la réaction de l'ambassadeur est conforme à la réaction d'un journaliste ivoirien qui a séjourné au Bénin en juillet 2001, a fait une semaine. Quand il est reparti chez lui, il a écrit un article, c'est dans le journal Ivoire Soir. Il a intitulé « Attention, cette ville peut flamber ». Voilà le titre de l'article. La première fois, il dit « Cotonou, principale ville de Bénin, et la ville qui abrite l'unique port du pays, a davantage plus besoin de sapeurs-pompiers que de stations-service ». Voilà comment il a pointé son article pour faire donc le développement. Donc c'est conforme à peu près à ce que l'ambassadeur a dit. Alors le chef de l'État a dit, on met en place une équipe pour rencontrer les acteurs et leur donner l'ultimatum. Bon, en tant que ministre du Commerce, on m'a choisi pour diriger l'équipe. Il y avait le ministre de l'Intérieur. Ça tombe toujours sur vous, comme par hasard. Comme par hasard. Il y avait le ministre de l'Intérieur, Edgar Lia, le ministre du Budget, Umba, le ministre des Finances, Madame Sidi, le ministre de la Communication, Yigla. Bref, on était allé donc pour passer les instructions du gouvernement aux acteurs. Ce qui a été fait. Après ça, moi, j'étais allé en mission aux États-Unis. J'étais là-bas lorsqu'on m'a appelé pour. Le chef m'a appelé pour dire bon, voilà la décision qu'on a prise. Voilà, j'ai essayé donc de rencontrer les acteurs. On va changer de stratégie. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas Soumano et Soufou Moudjaïdou, mais c'est en qualité d'abord du directeur de commerce intérieur et ensuite du ministre de l'Intérieur et du Commerce. Puisque, vous voyez, j'étais en prison à Ouida, lorsque en 2013, le chef de l'État a ordonné, disons, l'intensification de la chasse à mort donc, des acteurs où il y a plein de personnes qui ont été tuées. Et ce n'est pas Soumano qui l'a fait. Nous, on n'a jamais levé les armes sur qui que ce soit. On le sait très bien que ce n'est pas vous. Bon, alors pour dire quoi? Pour dire que moi, j'ai un autre lecteur de ce secteur. Si j'ai le pouvoir, je vais gérer autrement ce secteur-là. Parce que c'est vrai que ça fait vivre des gens. Donc vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'il faut supprimer l'essence pour frelater. Écoutez, il faut être objectif. Aujourd'hui, c'est devenu un monstre que l'État ne peut plus contrôler. Donc, il serait utopique de dire qu'on va supprimer ça définitivement. C'est utopique. Mais il est question de réformer le secteur. Parce qu'aujourd'hui, si il y a eu l'accident de la dernière fois, c'est parce que le douanier est dans son rôle. C'est une activité illicite et illégale. Il faut donc d'abord travailler sur les textes pour permettre aux acteurs de voler
et que ça sorte donc du caractère illégal. Également, il faut les tests pour que ça sorte du caractère illicite, parce que les produits pétroliers, ça fait partie des produits classés dangereux, insalubres et incommodes. Donc il faut revoir d'abord les textes. Et c'est à travers une loi, parce que c'est une ordonnance portant code des douanes qui a régi la matière par rapport au caractère donc illicite de ce produit-là. Après avoir réformé, il est important également de mettre en place un dispositif pour sécuriser les populations. Imaginez-vous que Dieu épargne notre pays avec des gens, près de 10 bidons chaque d'essence. Et ici, ça dandine. Et vous les voyez en plein carrefour, il y a peut-être 200 personnes au carrefour. Mais imaginez-vous ce que ça peut être si vraiment le pire arrivait. Que Dieu nous en épargne, que Dieu nous en préserve. Alors il faut quand même prendre des mesures pour sécuriser les populations, tout en permettant aux autres également de gagner la vie. Moi, j'ai mon idée par rapport à cette question-là. Je pense que même ce seul volet peut faire l'objet de 2 ans de débat. En temps opportun, nous pourrons revenir sur le plateau pour en parler avec plaisir. Je répondrai donc à votre invitation. Voilà. D'accord, Monsieur le ministre, nous allons finir la page nation de cette émission par les différents concours organisés pour le compte des régies financières de notre pays qui posent énormément de problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez-vous? On a vu le ministre Aboubakar Yahya qui a impliqué les syndicats à un moment donné. Ensuite, il a été demandé aux syndicats de quitter les salles avant les délibérations finales. Et aujourd'hui, on parle de fraude massive. La FECENTRA Finance notamment annonce qu'elle n'acceptera jamais les résultats qui ont été proclamés. Nous allons vers une nouvelle crise. J'ai été appelé par un compatriote à travers un numéro anonyme qui m'a appelé de Tchaourou. Il m'a dit, Monsieur le Président, vraiment, il faut sauver ce pays. Il dit qu'à Tchaourou, il y a un quartier où il y a près de 50 personnes qui sont reçues à ce concours-là. Et quand on voit ceux-là qui sont admis par rapport à d'autres de la même commune, mais résidant dans un autre quartier, du point de vue intelligence, que c'est ça en commune mesure. Il dit qu'ils sont ensemble, ils se connaissent. Ils ont fréquenté ensemble. Ils connaissent les niveaux de chacun. Mais c'est les gens qui n'ont qu'un niveau. Ceux qui ont réussi massivement. Et ceux-là qui étaient les... Peut-on porter foi à quelqu'un qui ne se présente pas, qui parle dans l'anonymat, qui parle au téléphone? Est-ce que vous avez vérifié? J'ai dit que quelqu'un m'a appelé. D'accord. Hier, j'ai suivi un débat. Ce que le monsieur a dit a été confirmé à travers les déclarations au niveau de cette séance-là. Imaginez-vous par exemple que quelqu'un passe un concours et qu'il soit déclaré admis pour des concours qu'on a fait le même jour à la même heure. Comment est-ce possible? Ce que l'autre a dit, ça s'est confirmé. Le monsieur Métaillon, il a dit, j'ai entendu de mes oreilles, qu'il a un nom, que le mois venu, on va donner à l'intéressé la correction des épreuves. On va lui demander de recopier. Si ce monsieur arrive à recopier, il va demander de valider le concours. Ce qui signifie que l'individu ne sait même pas écrire, vous voulez dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Et il a dit ceci, que même eux, ils seront condamnés. On va dire qu'ils n'ont pas été vigilants parce qu'on les a mis dedans. Mais par la suite, on a dit que la délibération, ça veut dire pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire ce que ça veut dire. On reviendra. Alors, il y a problème. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème. Je dis que c'est grave pour notre pays. Et nous sommes suivis à l'international. Le temps passe très vite, monsieur le ministre. On reviendra amplement sur ce dossier. On va conclure en interactualité pour parler de la Guinée-Conakry. Vous avez suivi l'actualité. Il y a une semaine, les populations étaient conviées aux urnes. Les résultats sont proclamés. Beaucoup de contestations. Alpha Condé qui passe au premier tour et sa victoire est fortement contestée. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle en Guinée-Conakry, les leçons que le Bénin doit en tirer? Voilà, je pense que ce qui est plus fondamental, c'est le second aspect de votre question, les leçons qu'on doit en tirer. C'est plutôt les structures chargées
de l'organisation des élections et de l'approbation des résultats qui sont interpellés. Parce que lorsque ça se passe dans la transparence, il y a très peu de contestation. Vous voyez, au Nigeria, avec l'émancipation de ce pays, avec la population, ils ont fait des élections. Ça n'a pas été contesté. Au contraire, le perdant a appelé son challenger pour les féliciter. Alors, pourquoi on ne peut pas faire ça partout ailleurs? Donc, la balle revient surtout aux structures africaines chargées d'organiser les élections. Et je voudrais, à cet effet, lancer un appel au chef de l'État. Il est à quelques mois de la fin de son mandat. Je voudrais prier qu'il fasse l'effort de sortir tête haute en ne s'impliquant pas personnellement dans les élections, en laissant les structures compétentes, la Sénat, la Cour constitutionnelle, travailler de façon impartiale. Je voudrais également, en retour, demander également à ces structures-là de ne pas se laisser inféoder, de travailler en ayant à cœur la paix dans notre pays. Parce que la paix n'a pas de prix. Voilà ce que je fais et les appels que je lance pour ce qui concerne notre pays. Merci donc à vous, Monsieur le ministre. Nous allons maintenant recueillir votre dernier mot. Dommage, le temps est très très vite passé. 90 minutes d'émission. Oui, il y a beaucoup de points que nous avons pu aborder, on n'a pas pu aborder. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces points-là. Alors, je voudrais demander à nos populations que nous avons souffert ces dernières années. Si nous devons mettre un terme à notre souffrance, la balle est dans le camp des populations. Parce que c'est les populations qui choisissent les présidents. C'est elles qui vont aller aux urnes. Alors je leur demande, non pas de refuser l'argent quand on va aller à ministre, mais de ne pas suivre l'argent. Tout en prenant l'argent, ne suivons pas l'argent. Essayons de suivre notre cœur. Mais ce cœur-là doit avoir comme sang le patriotisme. Et qu'on pense au pays, qu'on pense aux enfants qui sont sans emploi, qu'on pense au chômage qui se développe et de ce fait qu'on vote les programmes, les projets de société, qu'on écoute bien les candidats avant de faire le choix. C'est l'appel que je veux lancer à nos compatriotes. Et je voudrais également dire un mot vis-à-vis des Béninois de l'extérieur, pour dire qu'ils ont été tous laissés pour compte. Mais avec moi, ce ne serait plus le cas. Je vais mettre en place une structure. Je suis en train de voir la forme que ça prendra, soit ça relève de la présence, ou alors d'une structure, mais qui va s'occuper vraiment des Béninois de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, payons des projets pour le pays, mais on a des difficultés pour les mettre en œuvre. Plein, on a des projets même personnels. Ils vont acheter des parcelles, on les gruge. On va mettre en place une structure d'accompagnement des Béninois. Il ne faut pas qu'on les abandonne à eux. De la même manière également, au niveau des différents pays où ils sont, il faut qu'on trouve un mécanisme pour qu'ils soient en liaison permanente avec le consulat, avec les ambassades, pour qu'ils se sentent vraiment appartenir à une nation. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous avons largement parlé avec vous du passé récent, de votre implication, en tout cas de votre niveau d'implication dans cette affaire de tentative d'empoisonnement, tentative de coup d'État, qui vous a amené donc à séjourner en prison, vous nous l'avez dit. Quelles sont les circonstances de ce séjour carcéral? Vous n'oublierez certainement pas. Vous avez parlé également de vos relations avec Patrice Talon. En dépit de la candidature de l'homme d'affaires, vous ne retirez pas la vôtre. Vous serez candidat et vous avez décliné une bonne partie de votre projet. C'est l'école, c'est la santé, c'est l'éducation. C'est en tout cas un certain nombre d'aspects que vous allez mettre en exergue et vous comptez bien entendu réviser la Constitution pour changer ce qui ne va pas dans ce pays. La lutte contre l'essence de contrebande n'a pas
manqué d'être au menu de cette émission. Vous nous avez dit ce que vous en pensez. Ce n'est plus possible aujourd'hui de supprimer ce commerce, mais il faudrait le réformer. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Et nous rappelons très rapidement le profil de notre invité. Il est né le 28 mars 1959, 56 ans, donc marié et père de 3 enfants, titulaire d'un baccalauréat CRC, d'un diplôme d'administrateur en gestion commerciale, d'une maîtrise en sciences de gestion et d'un master sciences de gestion, ancien directeur de commerce intérieur, ancien directeur de la concurrence et des prix, ancien ministre de l'Industrie du commerce de Bounouyaye, ancien conseiller spécial du président de la République. Celui que nous recevions, c'est bien entendu Moudjaïlou Soumanou Issoufou, ancien directeur général également de CEDECO. On n'a pas eu le temps de parler de coton, c'est dommage. On a le temps d'en parler sur d'autres plateaux. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden TV et Diaspora FM. C'était donc dimanche politique. Retrouvez la rediffusion ce dimanche à 22h sur Diaspora FM, à 21h ce dimanche sur Eden TV, mardi prochain à 21h. À bientôt.